session suivante, justement, est concernant le Sky Clarisse. Donc, on a beaucoup parlé du Sky Clarisse l'année dernière. Donc là, ça va être aussi une session en deux temps. Tout d'abord, donc, il y aura Cecilia Estrella, qui est chercheuse et qui est membre de l'équipe recherche de la FAF, qui va nous donner quelques informations sur le dispositif qu'on a utilisé pour recueillir les ressentis des patients AF après le traitement du Sky Clarisse. Et ensuite, avec le professeur Agathe Rouberti, qui doit être à distance, qui est neuropédiatre à Montpellier et qui est coordinatrice nationale justement de l'essai Brève, donc l'essai pédiatrique sur le Sky Clarisse. Donc bonjour à tous. Je vais partager quelques résultats de cette enquête. C'est la dernière enquête qu'a réalisée la FAF l'année dernière. La FAF souhaitait connaître les ressentis des patients suite au traitement de Sky Clarisse. Et en juin, pendant tout le mois de juin et la première semaine de juillet, on a réalisé cette enquête. C'est une enquête pour demander aux patients et à leurs aidants leurs ressentis par rapport au traitement de Sky Clarisse. C'est une enquête en ligne et un questionnaire à compléter sur une plateforme. Et on avait des questions semi-ouvertes, c'est-à-dire des questions où on proposait les réponses sur différents sujets, par exemple l'équilibre, la coordination, la motricité, l'élocution et la fatigue sont des éléments qu'on avait déjà identifiés comme améliorés lors de notre enquête précédente. Et cette fois-là, on proposait des réponses, par exemple, amélioration, dégradation, ou s'ils n'ont rien ressenti, ni l'un ni l'autre, par exemple. Et il y avait aussi des questions ouvertes sur la vie professionnelle, la vie sociale, la vie des familles, qui pouvaient nous renseigner par rapport à la qualité de vie. Donc, il faut savoir qu'en France, on estime environ 1300 patients atteints d'ataxie de Friedreich. Et l'année dernière, au mois de juillet, quand on a réalisé l'enquête, il y avait 441 personnes déjà sous Sky Clarisse. Donc, à notre enquête, il y en a eu 142 personnes qui ont répondu. Et 142 représentent 11% des patients AF en France. Donc, certains des répondants, ils ont dit qu'ils n'ont jamais pris les Sky Clarisse. Ils ont répondu les questionnaires, mais ils ne prenaient pas les Sky Clarisse. Et des autres qui prenaient bien les Sky Clarisse. C'était 119. Donc, 119 représente 27% des patients Sky Clarisse, sous Sky Clarisse en France. Ça, c'est la population qu'on a analysée. Donc, les 119 personnes, certains, ils ont arrêté les traitements. Ils l'ont pris et ils l'ont arrêté, mais ils ont répondu quand même à nos questions. Et les autres sont 113 personnes qui sont continuées à prendre, qui n'ont pas arrêté les traitements. La plupart d'entre eux sont des personnes qui avaient déjà dépassé un an de traitement, avec une moyenne d'âge de 37 ans, en vivant avec la maladie environ 20 ans. La plupart sont des patients non ambulatoires, donc qui se déplacent principalement en fauteuil roulant. Et la plupart prenaient 3 gélules et ils n'ont pas interrompu le traitement. Donc, parmi les améliorations qui sont ressorties le plus chez les patients ambulatoires et non ambulatoires, c'est l'élocution, surtout l'élocution. Donc, 44% des patients ambulatoires ressentent une amélioration de l'élocution et 67% des personnes non ambulatoires, une amélioration de l'élocution. Chez les patients ambulatoires aussi, il y avait une amélioration des fausses routes et aussi des composants moteurs, par exemple la motricité, la coordination, l'équilibre, mais aussi la fatigue à 35%. Chez les patients non ambulatoires, la deuxième chose qui ressentait comme améliorée, c'était l'appréhension des membres supérieurs et aussi des composants moteurs comme l'équilibre, la motricité, la coordination et les fausses routes et la fatigue. Donc, il faut savoir que toutes ces améliorations, ils ont apparu au cours des premiers 6 mois de traitement, mais ils se sont maintenus même un an après le traitement. Et une bonne proportion de personnes nous ont dit qu'ils ne constataient ni une amélioration ni une dégradation de la maladie. Et c'est ce qui nous fait penser qu'il existe une certaine notion de stabilisation ou une perception que la maladie n'évolue pas.
Tout ça, c'était à l'époque, nous, on a eu des patients, le maximum traités pendant 18 mois, donc 1 an et demi. Par rapport à la qualité de vie ou l'amélioration de la qualité de vie, bon, la plupart, ou un petit peu plus de 50%, ils ont exprimé qu'ils ressentent l'amélioration de la qualité de vie, et 44% non. Ils sont plutôt des personnes qui peuvent encore marcher avec une sonnette. Donc, ces enquêtes s'inscrivent dans un programme de la FAF qui vise à transmettre la voix des patients et l'objectif, c'est renseigner l'HAS de la situation et la population française atteinte de cette maladie. Nous, on renseigne l'HAS en contribuant en complétant des questionnaires et des auditions quand c'est possible. Et depuis 2003, on a contribué avec une toute première enquête qu'on avait réalisée. C'était une cartographie des patients atteints d'AF en toute la France. Cette enquête a servi pour appuyer la demande d'accès précoce. En octobre 2024, on a fait des entretiens avec les premiers patients qui s'étaient traités avec Skyclarys. Et ça a servi à appuyer l'inscription au remboursement de Skyclarys. Ensuite, en novembre 2024, on a présenté les résultats de notre deuxième enquête de Skyclarys, cette fois-là jusqu'à 11 mois de traitement, et il a servi à appuyer le renouvellement, la première fois de renouvellement d'accès précoce de Skyclarys. Et cette dernière enquête que je viens de présenter quelques résultats a servi en août 2025 à appuyer la nouvelle soumission des demandes d'évaluation en vue de remboursement de Skyclarys, et en novembre 2025 appuyer le deuxième renouvellement d'accès précoce. Donc, on pense continuer à fournir ou à réaliser ce genre d'enquêtes. Ces enquêtes aussi ont été présentées dans des congrès scientifiques et ouvertes à la communauté des patients et des scientifiques. Et on est vraiment très content de pouvoir compter avec la collaboration des patients. Et pour ça, je remercie beaucoup. Je pense que c'est tout. J'ai été vite, je sais. Ouais, merci Cécilia, bravo. Merci de rattraper le temps. Comme on a un tout petit peu de retard, je propose, et puis il y a des chercheurs dans les flash talks, je propose qu'on passe à la partie d'Agathe, et puis on posera les questions après les flash talks, du coup, si ça vous va. Du coup, Agathe... Oui, parfait. Je vous laisse présenter les diapositives. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend, Agathe. Merci. Je vous laisse présenter les diapositives. Les lancer. Je vais aller les chercher. Super. Je vous remercie à tous de m'avoir invité à cette session. Je dis un petit mot, je suis Agathe Rouberti, je suis neuropédiatre, je travaille à Montpellier. On a à Montpellier un centre de référence neurogénétique qui est coordonné par le docteur Cécilia Marelli, neurologue, et moi, je coordonne la Valence pédiatrique. Donc là, je vais vous présenter en quelques mots l'essai pédiatrique BRAVE, dont il a déjà été question à plusieurs reprises en début de session par Myriam et par Alexandra. Donc c'est un essai de phase 3. Le professeur Dur nous a rappelé ce que c'était, randomisé en double aveugle contre placebo, suivi d'une extension en ouvert, ce sera la deuxième partie, pour évaluer l'efficacité, la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de l'omeprazole chez les patients âgés de 2 à 16 ans et atteints d'ataxie de Friedreich. C'est un essai, bien entendu, qui est répertorié, dont le promoteur est la firme Biogen. Vous pouvez aller à la diapositive suivante qui reprend simplement les critères d'inclusion sur la dia d'après. Donc les critères d'inclusion, eh bien, sont des patients âgés de 2 à 16 ans qui ont une ataxie de Friedreich confirmée. Et dans les critères d'inclusion, il y a également un critère neurologique qui est un score mFARS. Alors vous connaissez certainement cette échelle d'évaluation neurologique des patients atteints d'une ataxie de Friedreich qui comporte 5 sous-scores. Et là, le critère d'évaluation, c'est le critère E, qui est le critère d'équilibration. Il faut que les patients aient un score entre 10 et 34 pour pouvoir être inclus dans cet essai.
Il y a également des critères d'exclusion qui sont des critères de gravité de pathologie associée ou gravité associée à la tachycardie de Friedreich, notamment concernant le diabète, une atteinte hépatique éventuellement associée ou une cardiopathie sévère associée. Bien entendu, la cardiomyopathie classique chez les enfants atteints de Friedreich n'est pas un critère, n'est pas une contre-indication. Il y a également des critères de traitement associés qui peuvent être des médicaments qui vont faire exclure le patient et une chirurgie scoliose prévue dans l'année est un critère d'exclusion. Diapositive d'après. Donc le critère principal d'évaluation des patients qui bénéficieront de cet essai, c'est l'évaluation par rapport à la référence du score de stabilité en position debout, donc du score de mFARS. Et puis il y a d'autres critères d'évaluation secondaire qui seront des critères cardiaques, des critères d'effets indésirables et d'autres critères d'évaluation globale des patients. Diapositive suivante. Sur la diapositive suivante, j'ai repris le schéma global de cette étude pour vous en présenter. On appelle ça le design, c'est-à-dire comment ça se passe en pratique. Donc en pratique, il est prévu d'inclure 255 patients avec une phase de sélection des patients, on appelle ça de screening, où on vérifie que le patient puisse bien entrer dans l'étude qui dure à peu près 3 semaines, 1 mois. Après, le patient bénéficie de la première prise du médicament. L'essai va durer 52 semaines, donc 1 an. Puis après, il y a la phase en ouvert où le patient peut continuer à bénéficier du traitement à l'essai s'il le souhaite, en sachant que c'est un essai contre placebo, c'est-à-dire randomisé. Donc, il y a un tirage au sort des patients inclus dans l'étude, un tirage au sort de patients qui bénéficieront du traitement de la molécule active, alors que d'autres auront un placebo, donc une substance non active. Et comme dans beaucoup d'études comme de ce style-là, c'est 2 patients avec la molécule active pour 1 patient qui aura le placebo. Et le traitement, c'est 2-3 gélules à 50 mg, données par voie orale. Diapositive suivante. En pratique, en France, c'est 2 centres qui peuvent inclure les patients. Il y a beaucoup de centres, c'est une étude internationale avec énormément de centres qui peuvent inclure, 30 centres dans le monde. J'ai dit qu'il a été prévu 255 patients inclus. Et tout à l'heure, Myriam nous a annoncé qu'à peu près la moitié des patients avaient déjà été recrutés. C'est une étude qui nécessite de nombreuses visites, avec pas mal d'évaluations à chaque visite, mais qui sont regroupées sur une seule journée. Ces visites incluent une évaluation par le kiné, un examen neurologique, un bilan cardiaque, des bilans biologiques. Il y a aussi des questionnaires qualité de vie, des données qui sont enregistrées sur une tablette numérique. Et pour les patients qui viennent de loin, l'étude bénéficie d'un soutien logistique par une équipe qui permet de coordonner transport, hébergement, etc. pour les patients qui viennent de loin. Diapositive suivante. Sur la diapositive suivante, je vous ai mis le petit outil qu'on avait développé à Montpellier pour partager les informations concernant les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, les modalités de déroulement de l'équipe, un outil destiné à nos collaborateurs. Tout à l'heure, la question a été posée de comment on partage les informations, comment nos collègues peuvent être informés. En fait, nous, on a fait plusieurs réunions et on a fait un petit outil écrit qui permettait à nos collaborateurs des autres centres du sud de la France d'avoir toutes les informations. C'est une sorte de checklist pour être informés et pouvoir partager les informations avec leurs patients. Voilà, et puis dernière diapositive juste pour vous présenter notre petite équipe qui inclut avec mon équipe d'ingénieurs de recherche, d'attachés de recherche clinique et de collaborateurs médicaux à Montpellier. Je vous remercie. Merci Agathe. Merci Agathe.